pour vous parler de contenu. Et je voulais d'abord remercier chaleureusement Milan, parce que quand son livre, je pense que c'est à peu près quand il est sorti, que je l'ai lu, c'était le premier livre de design que je lisais où ça parlait de contenu et de liens entre le contenu, le business, l'expérience. Donc moi j'étais très reconnaissante de trouver enfin un endroit où on parlait de ce grand oublié. Et je ne vais pas vous faire une définition précise de ce que j'entends par contenu, je vais vous raconter un peu un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps. Donc j'ai un médecin à l'hôpital d'Orsay qui est spécialiste et que je vais voir régulièrement. Et puis j'y suis allée régulièrement et j'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient au niveau de la réception. Donc au départ, il disait soyez patient avec le personnel de la réception parce qu'on est en train de changer notre logiciel d'accueil, on est en train de changer nos processus de travail. Bon. Il y avait toujours ce petit, la petite machine là, pour étiqueter un papier, là. Je sais pas mon ticket. Et puis ils ont changé la machine et elle était un peu bizarre. Bon, j'arrive quand même à me débrouiller. Et puis au rendez-vous suivant, il y avait ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est la fameuse machine à tickets. Donc pour les hospitalisations, les ambulances, tout va bien. Et puis sur le bouton vert, hein, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il a été volé. Non, il est toujours affiché sur l'écran. Donc si vous, il dit consultation externe entre parenthèses hors consultation privée. Ça veut dire RDV, les rendez-vous, c'est la touche verte. Ça, c'est pour quand vous avez un rendez-vous avec un médecin. Et à votre avis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas clair. C'était pas clair. Un commentaire en plus pour aider les gens. Il a fallu mettre un commentaire en plus pour aider les gens. En fait, il a fallu en mettre deux. Parce qu'il a fallu mettre RDV et les rendez-vous et aussi préciser que Et moi, généralement, il y a pas mal d'attentes pour voir ce médecin, j'ai pas mal gambergé. Je me suis dit, mais qui a conçu ce système? Qui a décidé de coller le papier pour expliquer ça aux gens? Et là, on voit que, donc, dans mon imagination, je me suis dit, il y a sûrement un groupe, une société qui est venue conseiller l'hôpital sur comment gérer leur process d'accueil pour améliorer l'expérience des patients. Ils ont mis ça en place, il a fallu former le personnel, etc. Et puis, au bout de plusieurs mois, que le personnel en avait marre d'avoir des gens qui venaient les voir en disant « je ne sais pas sur quel bouton appuyer pour mon rendez-vous chez le médecin », il y en a un qui a dû se dire « bon, ça suffit maintenant, je mets un papier sur la machine. » Ça, c'est ce que je me suis dit qui s'est passé. Je pense pas que... comment dire ? Je pense pas que c'était conçu comme ça au départ. Et donc, ce que je veux vous montrer par cette petite histoire, c'est que le contenu, les étiquettes qu'on met sur les choses, le texte, c'est un révélateur de votre organisation. Donc c'est un peu comme les yaourts, comme cette publicité-là, ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, il y a une espèce de loi qu'on peut observer si on regarde comment les contenus sont diffusés, organisés dans l'entreprise. On peut voir comment l'entreprise est organisée elle-même. C'est assez imparable. Et donc, je voudrais vous montrer en quoi ce contenu peut vous servir à designer les entreprises. Donc, puisque c'est une matière qui est un révélateur de l'organisation, en l'observant, en la modélisant, on peut ensuite influencer l'organisation. Donc je vais commencer par un petit sondage que j'ai fait, parce que j'ai pu observer ça. Donc je précise un petit peu, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'informatique, en particulier à IBM, où j'ai travaillé sur la stratégie de contenu au niveau de l'entreprise et au niveau du développement produit. Et je me suis dit, je vais vérifier quand même ce que j'ai pu observer
au quotidien à IBM, est-ce que ça se manifeste aussi à l'extérieur? Donc j'ai fait un petit sondage et j'ai demandé aux gens si vous êtes de plus ou moins en rapport avec du contenu. Donc, est-ce que vous publiez des choses? Est-ce que vous relisez des choses? Pour quelle partie de l'organisation travaillez-vous? Donc j'ai des réponses qui sont, j'ai juste une trentaine de participants, pas très représentatifs. J'ai une majorité de gens qui sont dans la communication, le support et le design, parce que ça, c'est les gens de mon entourage. Mais en gros, j'avais une répartition assez large des différentes parties de l'organisation. Je viens de penser, en écoutant Chris, qu'il manque la finance dans mon petit cercle. Donc j'ai réparti les différentes parties de l'organisation sur un cercle. Et puis j'ai demandé qui travaille avec qui pour créer ou publier du contenu. Et ça donne ça, qui ressemble un peu au schéma de Milan avec les... Donc finalement, tout le monde travaille avec tout le monde quand il s'agit du contenu. Et le contenu, il passe à travers toute l'entreprise. C'est pas juste le site web. Et ensuite, j'ai demandé aux gens à quoi servent les contenus qu'ils créent. Et c'est là qu'on va en venir à mon histoire de designer l'entreprise par les contenus. Donc je leur demande à quoi servent vos contenus. Donc vous voyez différents objectifs. Ça peut être pour donner des instructions, présenter des avantages, résoudre des problèmes, etc. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que la collaboration, suivant le type de contenu, l'objectif du contenu, elle est différente. Et vous verrez qu'il y a donc les schémas qui sont donner les instructions d'usage, tous les traits sont bleus, et puis sur les deux autres schémas, il y a des traits qui sont turquoises. En fait, c'est les liens qu'on devrait attendre, puisque l'objectif est partagé. On devrait s'attendre à ce que tout le monde travaille ensemble pour ce même objectif. Les liens bleus, c'est ceux où les gens m'avaient dit « oui, on travaille ensemble ». Donc on se dit « bon, ils doivent se coordonner d'une manière ou d'une autre sur cet objectif ». Et les liens turquoises, c'est des liens qui n'existaient pas dans ce que les gens ont dit sur leur collaboration. Donc des manquements un petit peu dans l'organisation et la collaboration autour du contenu. Après, j'aurais demandé comment on voit qu'un contenu fonctionne bien, comment on sait qu'il fait bien son job. Et en grande majorité, les gens répondaient « il est pertinent pour l'audience ». En gros, il a du sens pour la personne qui en a besoin. Et quand je leur ai demandé « qu'est-ce qui vous empêche le plus de collaborer ?», ils ont répondu « c'est les processus en silo ». Et le manque de communication interne, pour moi, ça va un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire, on a des groupes différents et on ne se parle pas assez, et chacun fait son truc et on ne collabore pas assez entre différents groupes. Et quand on met tout ça ensemble, quand on fait le petit schéma, on voit les liens, etc., eh ben, ce sont les mêmes qui disent la pertinence pour l'audience est importante, que ceux qui disent ce qui nous empêche de collaborer, ce sont les silos. Donc, avec mon petit échantillon, juste ce petit exercice, ce que je me dis, c'est que quand on a un objectif partagé sur le contenu, on va forcément rencontrer les silos de l'entreprise. On va forcément avoir une corrélation entre la collaboration dans l'entreprise et la conception du contenu. Donc c'est un levier de transformation très important, qu'on néglige totalement, comme le cas de la machine, où on a oublié de penser que comment ça s'appelle déjà ? Consultation externe, ça ne veut rien dire pour personne. Alors je vais vous parler plus précisément de comment on passe de cette observation qu'il y a une corrélation entre le contenu et l'organisation à mettre en place une dynamique de changement. Et la dynamique de changement, c'était donc pour IBM. Donc c'est pas une petite entreprise, il y a à peu près un petit peu moins de... Maintenant il y a 370 000 personnes dans le monde. Et donc je travaillais en 2017 dans la division digitale et l'objectif c'était de modéliser les contenus d'IBM. Donc on a essayé de simplifier un peu la chose, on a dit on va modéliser les contenus digitaux et stratégiques.
Parce que sinon, ça devenait un petit peu trop compliqué vu qu'il y a 25 millions d'URL à IBM. Donc, pour modéliser le contenu, il faut voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de contenu. Donc, on parle d'un objectif, ça je l'ai évoqué, donc à quoi il sert? Est-ce qu'il sert à expliquer quelque chose, à aider à résoudre un problème, à montrer comment un produit peut apporter des bénéfices, etc. Il doit aussi être associé à une tâche que l'utilisateur ou le client va réaliser. Donc, est-ce qu'il est en train d'évaluer le produit? Est-ce qu'il est en train d'appeler le support technique, etc. Qui est cet utilisateur? Est-ce que c'est un exécutif? Est-ce que c'est un développeur? Dans le cadre de l'informatique, mais après, bien sûr, ça s'étend à tous les domaines. De quoi ça parle? De quel domaine? Donc, quand on est sur une entreprise technique, mais après, ça peut être dans tout domaine, il y a un vocabulaire spécifique et toutes sortes de facettes au domaine. Sur quel média on va le livrer? Est-ce qu'on va faire une machine à distribuer les tickets avec des boutons tactiles, ou est-ce qu'on prend juste un dérouleur simple avec quelque chose d'écrit sur le ticket? Et puis le contexte dans lequel évolue la personne. Est-ce qu'elle est stressée, par exemple? Donc, on ne va pas lui parler de la même façon si elle a un problème technique ou si elle est juste en train de se renseigner sur les outils qu'elle a à disposition. Donc il y a tous ces éléments-là en fait autour du contenu, et l'exercice de modélisation, il portait juste sur l'objectif du contenu. On allait déjà créer une liste des différents types de contenus qu'on avait dans l'entreprise, donc les différents objectifs qu'on avait autour du contenu. Donc ça donne un truc un peu comme ça. On s'était dit qu'on allait avoir le type du contenu, donc une définition de son objectif, des exemples qu'on avait à disposition, sa structure, est-ce qu'il y a un titre, une description, 3 sous-titres, etc. Et puis on rattachait aussi à qui il était destiné et sur quel support on comptait le livrer. Donc on a procédé comme ça, c'est des cycles de 2 semaines. Il a fallu faire un inventaire de tous les contenus, tous les types de contenus. Et ce qu'il faut savoir, qui est un grand avantage aussi de regarder le contenu quand on transforme les entreprises, quand on design les entreprises, c'est qu'il est dans des systèmes. Donc il est lié directement avec toute l'infrastructure de l'entreprise, l'infrastructure informatique. Donc quand on fait l'inventaire, en fait, on prend tous les systèmes qui contiennent les pages web, les documents, etc. et on voit comment ils sont catégorisés. Et là, déjà, on peut voir la myopie qu'il y a dans certains groupes. Par exemple, le marketing avait toute une taxonomie des différentes pages sur le site ibm.com, et puis tout le reste était contenu produit. Le support technique avait toute une taxonomie les différents moyens de résoudre les problèmes des clients, et tout ce qui concernait l'avant-vente, c'était contenu marketing. Donc on a mis tout ça ensemble déjà, et puis ensuite on a fait un exercice de tri de cartes où on a demandé à des gens dans toutes les parties de l'organisation d'associer des noms de contenu avec une définition pour voir où trouver le meilleur terme pour décrire un contenu. Parce que si vous demandez à 2 personnes dans 2 parties de l'organisation différentes ce que c'est qu'une démo, par exemple, eh bien vous allez avoir des réponses différentes. Donc l'idée, c'était de se mettre d'accord sur de quoi on parlait et quel était l'objectif. Après, il y avait une enquête pour vérifier, pour valider un peu tout ça, et puis une cartographie où on a mis les contenus sur une schématisation du parcours client. Donc ça donne quelque chose comme ça, et à partir de là, une fois qu'on a dit voilà le parcours typique du client, donc c'est un modèle, donc c'est pas la réalité, c'est une simplification pour nous permettre d'appréhender la complexité de tout ça. Une fois qu'on met nos types de contenu sur le parcours client, on peut définir quel est le contenu minimum qu'on va devoir fournir pour offrir une expérience client
optimale. Ça permet aux équipes de faire des choix, de ne pas s'engager dans « Ah bah tiens, on va créer un nouveau micro-site pour notre campagne sur le micro-projet machin » et générer plein de trucs qui servent à rien. Là, on sait à peu près ce qu'on veut livrer et quand. Donc les petits checks, ça c'est sur le contenu minimum. Et donc on permet de créer, de concevoir des expériences clients conçues de A à Z. Et aussi, puisque c'est dans des systèmes et que c'est digital, tout ça est mesurable. On peut mesurer le trafic, les conversions des clients, etc. Mais dans un objectif de vérifier que tout ça fonctionne ensemble, pas juste le trafic pour le trafic. Et puis ensuite, à l'intérieur, les types de contenus, ils permettent de voir qui collabore avec qui et là où il y aurait des collaborations à effectuer. Et en travaillant là-dessus, je trouvais que je vous parlais de la démo, dans des groupes produits, en faisant cette modélisation, tout d'un coup, il y a des gens, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient exactement la même chose. Ils n'étaient juste pas au courant. Et très naturellement, donc là après, il ne suffit pas d'aller engager un plan de changement, je ne sais quoi. Ils ont vu qu'ils faisaient la même chose tous ensemble et ils ont dit bah tiens, on va bosser ensemble. Et voilà. Aussi simple que ça. Alors, il y a des résistances particulières au contenu et je pense que c'est particulier parce que ça tient au langage et à la créativité des personnes. Et donc ça, vous voyez, le rameur là, c'était un peu moi en fait, avec tout ça. Parce que déjà, quand on demande aux gens de créer du contenu, surtout des experts techniques, ils ont l'impression qu'on leur vole quelque chose ou qu'ils vont perdre quelque chose. À partir du moment où c'est mis sur papier, enfin sur papier digital, ils perdent un petit peu d'eux-mêmes et donc ils vont être réticents à créer en fait les contenus dont on a besoin pour expliquer des choses un peu plus compliquées que d'habitude. Ils confondent en fait leurs compétences en tant qu'experts et puis la connaissance qu'ils ont du domaine qu'ils peuvent tout à fait partager sans faire d'eux des sous-experts. Il y a ceux aussi qui... je me rappelle plus des deuxièmes, c'est pas grave. Hein. Ceux pour la responsabilité, il y a ceux qui... savent pas faire. Ah, il y a ceux qui savent pas faire. Et qui oui. n'osent pas le dire. Alors, il y a ceux aussi... On a tous appris à écrire. Et on a tous appris à faire des maths aussi. Et pourtant, personne ne va vous demander d'être mathématicien comme ça dans l'entreprise. Tiens, tu vas faire des maths. Si... non. Ah, la réaction est plutôt... Oui. Partante? Pour les maths? Oui. Moi? Oui. Ah non, Pas du tout, hein. Oui. Et si je vous demande d'écrire quelque chose pour mon site web? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et pourtant, c'est un métier avec un certain talent qui va avec. Et généralement, tout ce qui est expression écrite, on envisage que tout le monde sait faire. Donc il y a ceux, effectivement, qui pensent que c'est une compétence tout à fait banale, et donc ils peuvent écrire des tartines et les partager, et tout le monde saura reconnaître leur art. Pour la responsabilité, il y a deux types de résistance. Il y a ceux qui disent « moi, tout doit passer par moi. Je suis directeur marketing, tout le contenu qui va sur le site passe par moi, je vérifie tout. » Donc, ils bloquent, bien sûr, des processus un peu naturels. Et puis, il y a ceux qui disent « ah ben moi, c'est pas mon problème », et donc, ils ne s'engagent pas du tout dans la qualité des contenus. Tout ça fait que, pour amener les transformations, on confronte les gens à des choses quand même importantes vis-à-vis de leur positionnement dans l'entreprise, et donc ça bouscule un peu les lignes. Et je voulais vous sortir donc c'est un schéma inspiré d'un schéma de Richard Saul Wurman dans Information Anxiety,
qui décrit le passage en fait des données à la sagesse. Alors, on vise à peu près tous la sagesse, autant qu'on peut. Et donc, à chaque fois, en fait, on part de la donnée brute, du contenu, ce que j'appelle le contenu, donc le texte, les images, le son. Et au fur et à mesure, en les transformant, on se permet individuellement de comprendre, d'apprendre, et éventuellement de transformer notre connaissance en quelque chose de nouveau, après l'avoir intégré. Et vous voyez dans la partie connaissance, là, je trouve ça bien parce que vous avez posé la question du storytelling juste à la fin de la présentation de Chris, donc on va boucler la boucle. Ce que je voulais vous engager à faire en tant que facilitateur, de designer qui cherche à designer plus qu'une petite interface ou un petit produit, mais vraiment quelque chose de plus large qui touche à l'ensemble de l'expérience, eh ben, c'est d'utiliser le récit. Et ce que j'ai pu remarquer quand on amène les gens à parler de ce qu'ils font et aux choses qu'ils créent, au contenu qu'ils créent, quand on leur demande de raconter les histoires, comment ils travaillent, pourquoi ils ont créé ces contenus, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et bien là, on arrive à mieux comprendre ce qui se passe. Un peu comme le gars qui est rentré dans le McDo et qui a demandé avec « vous faites comment ?» quoi. Et c'est cette curiosité de chercher à comprendre les processus de travail qui permet justement d'échanger et de générer des choses nouvelles et de créer les collaborations qui sont nécessaires pour créer de bonnes expériences, utiliser au mieux la technologie et aussi se sentir mieux dans son travail. Donc je finirai là-dessus. Racontons-nous des histoires. Merci. Encore une fois, on a du temps pour 2-3 questions, mais la pizza et le vin sont là. Ah ouais, voilà. Je comprendrai si vous Il y a une fin naturelle. Ouais. Bonsoir. Est-ce que pour vous, du coup, c'est logique cette logique de création de contenu qui est partagée par plein de directions dans l'entreprise, j'imagine que vous la posez totalement dans la démarche de design kit, ou par exemple Mailchimp, au-delà de proposer son UI kit pour fabriquer des nouveaux add-ons ou que la communauté fabrique des interfaces. Ils ont aussi écrit un énorme tone of voice qui fait un peu bonne pratique dans ce domaine-là. Enfin, ça va dans le sens de ce genre de guidelines. Alors effectivement, je réponds sur Mailchimp parce que c'est vraiment un très bon exemple de comment, en fait, ils sont partis des types de contenus pour créer leurs guidelines, d'image de marque, de ton, etc. Parce que dans leur guide de style, en fait, on a chaque type de contenu et la façon de l'aborder. Donc un peu, à mon avis, ça se rapproche des systèmes de design, enfin des kits. Il s'agit juste d'intégrer cette composante-là. C'est pas quelque chose de séparé. Pour moi, c'est vraiment prendre ça en compte quand on fait du design. C'est pour ça que Milan, il est parti chercher les pizzas, je pense. Ça fait vraiment partie de cet ensemble des éléments du design. Vous avez parlé de deux résistances. La résistance à l'avoir de compétences et on ne veut pas partager. La résistance de être responsable, être et avoir. Comment vous apportez des solutions à ces deux résistances qui quand même sont difficiles hein. Oui, alors... J'ai pas de réponse toute magique. Mais pour moi, ça se fait vraiment dans le dialogue. Donc, comprendre... et là, c'est presque une relation de coach, quoi. Comprendre ce qui est important pour la personne, comment elle veut mettre en valeur ses connaissances, son expertise. Et puis, à partir de là, trouver
le mode de fonctionnement qui lui permettra de lâcher sa résistance. Mais ça se fait au cas par cas. Parce que souvent on est dans le déni. Oui. On dit non. Bonsoir. J'ai une question, je suis curieuse, vous avez dit assez rapidement, il suffit de mettre les gens face à l'information et ça se fait tout seul, ils décident de bosser ensemble. Est-ce que vous avez une histoire concrètement comment les gens ont eu l'information? Est-ce que c'était une plateforme? Est-ce que c'est plutôt vous qui avez dialogué avec eux? Et est-ce que ça s'est effectivement fait si simplement que ça? Est-ce qu'il y a pas des résistances quand même managériales ou politiques? Alors, je vais essayer de ne pas prendre trop longtemps sur le... ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que... au départ, j'étais architecte d'information sur un produit, et puis dans la formation d'architecture d'information d'IBM, ça disait faites un inventaire des contenus. Donc j'ai fait l'inventaire, et puis l'idée c'était d'améliorer, de réduire les duplications d'efforts, d'améliorer l'expérience, etc. Je dis, mais moi je fais une liste de trucs et c'est sympa, mais... qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors j'ai créé un groupe, j'ai cherché, donc je suis passée par les managers, ensuite j'ai cherché dans chaque groupe un représentant du marketing, un représentant des réseaux sociaux, un représentant du développement, du support, de la formation, enfin ça faisait un groupe d'une quinzaine de personnes que je réunissais régulièrement pour parler du contenu. Et puis au fur et à mesure de ces échanges, j'ai aussi fait le travail de modélisation, et quand j'ai présenté le modèle, j'ai dit voilà notre inventaire. Quand on plaque le modèle sur cet inventaire, on voit que par exemple pour le type de contenu démo, on a 3 groupes, on a le support technique, les commerciaux et le développement qui créent des démos à propos du même produit. Voilà l'état de fait. Et là, dans la réunion où tout le monde était ensemble, les gens du support technique ont dit « Ah, mais c'est vrai, vous faites des démos, vous aussi, on va travailler ensemble. » Donc voilà, c'est comment ça s'est passé. Merci. Ça va boucler avec la conférence d'avant. J'avais une question en fait. Est-ce que vos clients vous demandent de rattacher votre travail à des indicateurs de performance? Et si oui, sur quels indicateurs est-ce que vous basez votre approche? Donc les indicateurs de performance, alors c'est intéressant parce qu'il y a chaque groupe va avoir ses indicateurs de performance et il est très attaché. Donc le nombre de conversions sur le site du marketing, le nombre de tickets au support technique qui ont été résolus grâce à du contenu, etc. Et l'idée c'est après de montrer le... Je vais essayer de revenir en arrière. Là, sur le parcours client, dire comment tel type de contenu permet au client de passer d'une phase à l'autre. Et donc j'ai un indicateur sur l'utilisation, l'interaction du client avec le contenu, avec ce type de contenu-là, et un indicateur sur le passage d'une phase du parcours à l'autre. Est-ce que finalement c'est bien intéressant de voir combien de gens ont regardé les témoignages, mais ce qu'il faut c'est que les témoignages incitent le client à passer à adopter le produit, au moins essayer le produit. Et bon, ça, c'est du boulot aussi pour récupérer les bonnes métriques. Merci. Je pense on va passer au vin. Merci beaucoup. Merci à Chris, merci à Marie, merci à vous d'être venus.